Bonsoir et bienvenue à ce numéro du débat du dimanche qui s'articulera autour de différents sujets. Nous allons parler de ce nouveau drame de l'immigration avec près de 700 victimes africaines après le naufrage d'un chalutier au niveau des côtes libyennes. On va également parler de ces violences xénophobes, la chasse aux étrangers en Afrique du Sud, le faux bond de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. On pensait que la coordination allait apposer son paraphe sur le préaccord le 15 avril dernier. Il n'en a pas été cas. Nous allons en parler avec nos invités. Etienne Fakaba Sissoko, économiste chargé de cours à l'Université de Bamako. Ahmed El Khoury de arawanexpress.com, Chana Takiou de 22 septembre. Et Mam Diarra Diop du Journal du Mali, l'hebdo. Premier thème de cette émission avec ce nouveau drame de l'immigration clandestine, avec le naufrage d'un chalutier chargé de migrants clandestins. Cela s'est passé au large des côtes libyennes et l'on pourrait dénombrer près de 700 morts. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé ce dimanche le Haut-Commissariat des Nations Unies. Ahmed El Khoury, ces 700 victimes s'ajoutent aux 400 autres de la semaine dernière. Ça commence à être trop. C'est une hécatombe. C'est vraiment un drame à l'échelle mondiale. Et il faudrait le prendre comme ça, mais rester les bras ballants, laisser nos enfants, nos fils partir à l'aventure impunément comme ça, et que cela se répète. Ce n'est pas une première, ce n'est pas une deuxième, c'est la millième fois que les migrants partent et échouent, et finalement, d'abord ils ne trouvent pas, rien ne les oblige à aller, si ce n'est le chômage, le manque de développement, mais aussi et surtout ici, je pense qu'il y a une partie de responsabilité de nos États, en termes de surveillance, en termes de sous-développement accru, mais aussi en termes de sensibilisation. Ceux qui partent à l'aventure et qui finissent comme ça, j'avoue, je pense, si je ne me trompe, que en tout cas jusqu'à 50-60% des jeunes qui partent ne savent pas les dangers qu'ils encourent, encore moins ce qui les attend là-bas, même s'ils arrivaient sains et saufs. Et c'est un peu ça encore le drame. Ok, Etienne, la Méditerranée devient finalement un gros cimetière pour les jeunes Africains. Oui, mais tout cela découle d'une situation qu'on ne veut pas aborder malheureusement. Si vous remarquez, les statistiques ont commencé à prendre cette ampleur à partir de la crise de la Libye. Et où le dispositif sécuritaire qui était le partenariat qui existait entre la Libye et l'Italie a commencé à s'effondrer. Donc aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas trouvé une solution à la question de l'emploi des jeunes, à la question du développement de nos États, mais surtout tant qu'on n'aura pas trouvé une solution immédiate à la crise en Libye, malheureusement, on va continuer avec cette situation parce qu'il n'y a aujourd'hui aucun garde-fou pour empêcher justement ces jeunes-là d'emprunter la mer parce que les autorités ont failli. Mme Diarra Diop, sur la question. Oui, je suis assez d'accord avec les deux interventions précédentes. Je voudrais même dire que moi, j'ai eu l'occasion d'interviewer des migrants, pas en Libye, mais aux îles Canaries, à l'occasion d'un reportage. Et je pense que c'est révélateur d'une grande misère sociale dans nos États. Si les gens sont prêts à affronter la mort, il y a des gens qui vous disent, des migrants qui vous disent, j'y vais, même si je dois mourir, je ne retournerai pas en arrière, parce que retourner en arrière, c'est un échec face à la famille qu'on a laissée derrière. Donc c'est un vrai drame social. Oui, Chana Takiou. C'est une tragédie. C'est une tragédie. Et El Khoury a dit tout à l'heure que des jeunes vont sans savoir où ils vont et pourquoi ils partent. Ils savent, El Khoury. Ils savent. Ils savent pourquoi ils partent. Ils savent que la mort est sur la route. Mais pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Ils prennent un grand risque en partant. Soit je meurs, soit je réussisse. Mais ce sont des jeunes qui fuient la dictature. Ce sont des jeunes qui fuient les guerres. La plupart
ce sont des migrants venus des pays arabes aujourd'hui qui connaissent la guerre, l'Irak, la Libye, la Tunisie, le Maroc et l'Afrique subsaharienne également. Donc vraiment, ce sont des jeunes qui fuient la misère, qui fuient la dictature, qui fuient les guerres, qui fuient la malgouvernance, la mauvaise gestion de nos États. Ils n'ont pas de perspective chez eux, donc ils décident d'aller ailleurs pour mieux vivre. Ok, mais est-ce que ce n'est pas assez réducteur de lier un peu leur départ à cela? Au fait qu'il y a la malgouvernance, cela ne peut peut-être pas justifier le départ. Si Tangara, toi tu n'es pas parti, oui, parce que tu trouves ton prix de condiment ici. D'accord. Et ils savent que la mort les attend. Oui, ok. En fait, c'est difficile de parler pour eux, mais on sait qu'aujourd'hui, même l'Europe, elle est débordée. Aujourd'hui, on entend même dire que souvent on laisse mourir alors qu'on pourrait secourir ces personnes-là sur mer, mais l'Europe aussi a une politique on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc, ça pourrait aussi expliquer, comme vous disiez tout à l'heure, la Méditerranée qui devient un cimetière. Il y a un problème. Des deux côtés, c'est difficile. Oui, El Khoury, qu'allons-nous faire? Allons-nous assister impuissants à l'hécatombe? Sinon, on peut être trimballé devant le tribunal de l'histoire pour non-assistance à jeunesse en danger. Je ramène là-bas la Shahana parce que j'ai dit tantôt que ces gens, quand ils partent, ils ne savent pas ce qui les attend dans les pays d'accueil. Dieu sait ce qui les attend. Ils partent à l'aventure pour la quête du pain. Mais soit-il au mépris de tous les dangers qu'ils encourent, oui. Mais c'est parce qu'il y a quelque part ici. Ils savent qu'il y a des dangers. Ils n'ont aucune conscience. Si. Et cela veut dire, alors on les accuse, c'est des kamikazes, ils partent, moi je m'en vais mourir. Dans ces conditions, c'est à nous, État, exactement comme l'a dit Tangara, à nous, ici, comme tu dis tantôt, malgouvernance, sous-développement, oui, mais la paix justifie nos mains. C'est peut-être plutôt une conscientisation, c'est plutôt une responsabilité de tout l'appareil étatique, de toutes les composantes du pays qui laissent partir ses enfants à cette aventure parce qu'il ne leur offre aucune perspective. Substance. Ok, Etienne, par rapport à qu'allons-nous faire? Ce qui est clair, c'est que ces jeunes partent parce que ils vont à la recherche de lendemain meilleur. Et ce lendemain-là, il faut qu'on puisse leur donner l'espoir que cela est possible ici. Et cela passe par une politique de l'emploi, parce que ce qui manque d'abord à ces gens, c'est l'emploi, c'est le pain quotidien. Donc, moi, de mon point de vue, ce qu'il faut faire, c'est de revoir nos politiques en matière d'emploi. On va en parler tout à l'heure, ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est le résultat de l'échec de nos politiques en matière d'emploi. Et ce qu'il y a lieu de faire aussi pour accompagner ces politiques de l'emploi, c'est une sensibilisation. Mais la sensibilisation à elle seule ne suffit pas. Tu as beau dire à quelqu'un, c'est la mort qui t'attend, si la personne sait qu'en restant ici, de toute façon, elle va mourir, autant aller prendre le risque, ça passe ou ça casse. Ok, Chana Takiou, qu'est-ce que nous allons faire? Je sais, peut-être c'est difficile d'aller dans certaines contrées du Mali où le nombre d'enfants à l'extérieur, la richesse d'une famille se mesure au nombre d'enfants à l'extérieur. C'est difficile d'aller dans ces contrées pour leur dire ne partez pas. Dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'il faut faire dans des contrées où l'immigration est un peu sociale, culturelle? Tu fais allusion à la région de Caille. De Caille. Pour une des rares fois, je suis d'accord avec Etienne. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours. Okay. Mais les jeunes, en partant, ils n'informent pas leur gouvernement. C'est-à-dire qu'on n'a pas une société bien organisée où les va-et-vient des uns et des autres sont contrôlés, sont couchés. Les gens vont de façon individuelle, personnelle. On ne peut dire à personne de ne pas se déplacer, de ne pas voyager. Encore que voyager pour certains, c'est pour se battre. C'est pour aider ce pauvre parent qu'on a laissé ailleurs, derrière nous. C'est pour aider le village à avoir un centre de santé. C'est pour aider le village à avoir une école. C'est pour que les jeunes frères qui sont là, qui n'ont pas pu être scolarisés, puissent
puissent être scolarisés. Et là, c'est un aveu des politiques de développement. Absolument. C'est pourquoi je dis que je suis d'accord avec Etienne. C'est pourquoi je dis que je suis d'accord avec Etienne. Quelque part, c'est parce que l'État n'existe pas. L'État a démissionné. Les populations sont laissées... Ils sont laissés à elles-mêmes. Les populations sont laissées à elles-mêmes. Donc, c'est tout à fait normal que dans certaines contrées où il n'y a ni école, ni centre de santé, ni eau potable, que les citoyens de cette zone-là s'organisent, sortent pour aider ceux qui sont restés au village. Et c'est ce qui se passe en tout cas au Mali. Et je pense qu'un peu partout aussi, c'est la même chose. Parce qu'encore une fois de plus, s'ils avaient une situation meilleure, personne ne veut laisser son pays, son village, sa région pour aller ailleurs, traiter de tous les nombreux. Ok, pour conclure le point, Mame Diarra, vous êtes quand même d'accord aussi avec Chana et puis Etienne par rapport au fait qu'il faille rapprocher le développement de la proximité, un développement à la base pour fixer ces jeunes-là au niveau de leur terroir. Mais je crois qu'on ne parle que de ça depuis des années et des années. Quand on parle de décentralisation, quand on parle de développement des collectivités territoriales, c'est ça. Mais ces gens-là, pour prendre l'exemple de Caille, en partant, ils créent aussi ce développement sur place grâce au transfert de fonds. Donc, c'est vrai qu'il faut maintenant pouvoir contrôler les flux, c'est ça. Mais on ne peut pas empêcher quelqu'un de partir, de vouloir aller à l'extérieur et revenir pour aider sa communauté. Ok, on va parler à présent d'autres jeunes Africains qui ont décidé de partir pas en Europe, mais en Afrique du Sud. Vous le savez, ces derniers mois, on a parlé du cas de la Guinée équatoriale, on a parlé du cas de l'Angola. Et voilà que l'Afrique du Sud s'illustre négativement avec cette chasse aux étrangers. Le président Jacob Zuma est monté au créneau ce matin. Il a demandé aux étrangers de ne pas quitter le pays. Jacob Zuma, que nous écoutons ici. Ceux qui veulent rentrer chez eux, ils doivent savoir que quand nous aurons tout arrangé, quand nous aurons arrêté les violences, ils seront toujours les bienvenus. Quant aux étrangers, ils ne sont pas du tout rassurés, ils crient à l'injustice. Nous écoutons ici quelques-uns d'entre eux. Ils veulent brûler nos magasins, nos maisons. Et la police nous dit juste de rester chez nous. Que faire? Nous, on n'a rien fait pour mériter ça. Nous avons subi des intimidations comme cela ne nous était jamais arrivé. Je n'ai jamais vu personne poser des bombes, brûler des maisons, essayer de brûler des gens vivants. Je n'ai jamais vu ça. Oui, Mame Diarra Diop, que vous inspire cette chasse aux étrangers en Afrique du Sud? Je trouve que c'est très triste parce que l'Afrique du Sud, qu'on appelle la nation arc-en-ciel, qui est un pays avec des communautés diverses, qui a une histoire de longue date. Et aujourd'hui, on voit les Africains du Sud chasser ces étrangers de leur pays, des gens qui sont venus s'installer, qui ont monté des commerces, qui ont construit des choses et qui aujourd'hui sont chassés. C'est révélateur d'un malaise social, c'est révélateur de cette frustration des masses noires qui ont longtemps été toujours au banc du développement. À un moment donné, c'était l'apartheid, c'était les Blancs. Aujourd'hui, c'est les étrangers qui sont devenus la cible. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à Durban, j'ai vu ce mélange culturel et j'ai entendu des gens dire qu'un jour, la tension va monter. Et je n'avais pas compris pourquoi. Et aujourd'hui, quand je vois les événements, je comprends pourquoi. Oui, Etienne Fakrabassi-Soko. À entendre Mame Diarra, j'ai l'impression qu'elle essaie de donner une justification à ce qui s'est passé. C'est de la xénophobie. Pas du tout. Ça n'a pas d'autre... En 30 secondes, on lui donne l'occasion d'exprimer le fond de sa pensée. Je ne justifie pas du tout. Je dis que c'est dommage et je dis que des gens ont vu ça. Des personnes ont dit que ces violences pouvaient exploser un jour ou l'autre. Je ne dis pas que c'est justifiable. Mais quand vous dites, par exemple, que c'est le signe des malaises sociaux, d'accord, mais que ces jeunes qui n'ont pas de travail, ces jeunes qui n'ont... Est-ce qu'une raison suffisante pour s'attaquer physiquement à l'intégrité physique des étrangers? Moi, ce qu'il y a lieu de préciser, c'est que c'est des gens, c'est des jeunes qui ont longtemps été dans le banditisme
et avec un retour à l'accalmie, qui ne savent pas, qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la société, dans cette nouvelle société qui est en marche. Donc qui crée cette situation pour pouvoir créer un chaos autour et revenir à leurs anciennes activités. Mais là où moi je voulais en venir, c'est que c'est le signe que l'intégration des peuples, l'intégration entre les pays va être un échec si nous continuons. Vous l'avez rappelé dans l'introduction que ça a été fait en Angola, ça a été fait en Guinée équatoriale. Aujourd'hui même, des gens sont venus, une centaine de personnes sont venues de la Guinée équatoriale. Donc, c'est pour dire au peuple sud-africain ou à cette minorité, je l'espère que c'est une minorité, qu'ils se trompent d'adversaire. Que l'adversaire, c'est d'abord le peuple, c'est d'abord le président Jacob Zuma, qui aujourd'hui n'arrive pas à trouver un mécanisme cohérent, une politique cohérente pour pouvoir insérer l'ensemble de ces jeunes qui aujourd'hui sont laissés à eux-mêmes. Ok, oui, Mam, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais dire que les communautés en Afrique du Sud, comme vous dites, je suis d'accord par le fait qu'il y a un échec de l'intégration, parce que quand vous voyez ces communautés, elles vivent entre elles. Il n'y a pas de brassage, il n'y a pas de mélange, et ça a toujours été le cas en Afrique du Sud, même avec les Blancs anciennement. Donc c'est aussi un des problèmes qui fait qu'aujourd'hui on s'attaque à ces gens qu'on ne connaît pas ou ces gens dont on a peur finalement. El Khoury, Étienne a parlé d'intégration, mais ce qui est flippant, ce qui est énervant dans le cas de l'Afrique du Sud, c'est que la présidente de la Commission de l'Union africaine est une Sud-Africaine, Madame Nkosazana Dlamini Zuma, et on ne l'entend pas par rapport à cette histoire. Bon, jusqu'à présent, on ne l'a pas entendu. C'est vrai que ça fait déjà pratiquement 3 semaines que ces violences ont commencé, et puis là, ça prend beaucoup plus d'ampleur. Mais ce qui se passe en Afrique du Sud, moi, ce qui m'interloque là-dedans, c'est ce pays qui a vécu une longue histoire, de longues nuits noires sous l'apartheid, et que l'Afrique tout entière était derrière, particulièrement. Combien d'Africains ont supporté, ont soutenu politiquement, culturellement, socialement, sur tous les plans et sur tous les terrains. Partout, on a supporté et combattu l'apartheid aux côtés de Steve Biko ou de Mandela et, disons, du peuple sud-africain. Qu'aujourd'hui, que la République sud-africaine devient un pays encore à part entière, avec tout, un pays de droit, un état de droit, avec tout ce qu'il faut, mieux, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, la bonne dame là, Madame je n'ai jamais pu garder son nom. Mandela d'abord, de ce qu'il jouit comme aura autant sur le plan l'échiquier mondial que surtout en Afrique, et c'est de l'Afrique que c'est parti. Que tout ceci, ils ont abrité la Coupe d'Afrique, ils ont abrité plusieurs sommets de renommée continentale, mais avec tout ça, ils ne se sont pas encore réveillés, comme tu dis, parce que moi je les prends pour des peuples sauvages qui ne connaissent pas, qui ne découvrent pas encore l'extérieur, qui ne connaissent qu'eux-mêmes et qui sont renfermés sur eux-mêmes et qui ne vivent que pour eux-mêmes. Ce n'est pas une question de développement ou de Ok, Tchana Takiou. Bon. Moi, j'accuse l'élite politique. L'ANC, quand même, s'est démarqué. Non, le secrétaire général de l'ANC avait demandé qu'on crée des camps de réfugiés pour les étrangers illégaux. Et la ministre de l'eau, également, avait déclaré que cette situation, c'est-à-dire que le fait que les étrangers soient dans le commerce, ne peut pas continuer. Et le ministre en charge des petites entreprises a également s'est engagé à faire des réformes contre ces étrangers-là. Donc, la xénophobie a commencé par l'élite et le chef de Zoulou qui a demandé aux étrangers de prendre leurs bagages et de quitter le pays. C'est l'élite politique qui est à la base de cette xénophobie. Et le président sud-africain, c'est vrai, tard vaut mieux que jamais, depuis que ces déclarations ont été faites, il aurait pu monter au créneau pour dire d'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, si on parle d'Afrique du Sud, si on parle de la fin de l'apartheid, c'est parce qu'il y a eu l'Afrique. C'est parce que l'Afrique a aidé l'Afrique du Sud.
c'est parce que l'Afrique a accepté d'accueillir des leaders de l'ANC. C'est parce que l'Afrique a soutenu financièrement, matériellement, l'Afrique du Sud. Moi, je me rappelle, j'étais jeune, je jouais dans une pièce de théâtre où on dénonçait l'apartheid. Nous avons tous contribué à bouter l'apartheid de l'Afrique du Sud. Okay. L'Afrique du Sud est pour nous tous. C'est pour nous tous. Ce n'est pas pour seulement les Zoulous. D'accord. Donc, j'ai dit quelque part, ces manifestants-là et l'élite politique est en train de faire acte d'ingratitude. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un acte d'ingratitude en faveur contre les Africains. Okay. Cela n'est pas normal. Oui. Cela doit être dénoncé à tous les niveaux, à commencer par l'Union africaine. Oui. À Genève, le Haut Conseil de réfugiés a dénoncé cette attitude. Plus de 500 000 étrangers sont en train de fuir. 6 mois, c'est très grave. Oui, Mme Diarra-Diop, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, en fait, je voulais toujours par rapport aux Sud-Africains, je pense que il y a aujourd'hui un manque de leadership. Il y a quelqu'un en Afrique du Sud qui m'a dit le jour où Nelson Mandela va partir, vous allez voir que les violences vont revenir. C'est-à-dire qu'il manque aujourd'hui une figure, quelqu'un qui rassemble. Nelson Mandela avait cette aura-là. Il est parti, les Sud-Africains aujourd'hui sont orphelins de cette figure qui arrivait un peu à canaliser la violence sous-jacente. Donc aujourd'hui, Jacob Zuma, je suis désolée, mais il a failli, il n'arrive pas à rassembler les Sud-Africains. Quand on écoute les auteurs de ces violences xénophobes, El Khoury, ils disent que les étrangers sont venus rafler tous les postes, les emplois qui devaient être les leurs et tout. Peut-être ça dénote de l'échec également à ce niveau des politiques d'insertion des jeunes en Afrique du Sud. L'autre solution pourrait également être cela. Moi, je reste encore vraiment sur ma position. Je dis que c'est un peuple sauvage qui n'a pas encore été conscientisé par... Mais il y en a quand même... Excuse-moi, ils sont combien de millions? Il y a des voix qui se sont levées quand même. Ces voix qui se sont élevées. Shana, s'il te plaît. Je reste... Non, mais c'est un peuple que tu viens de citer, pour lequel, toi, tout enfant, non, El Khoury veut dire que ceux qui sont auteurs... Tu as combattu l'apartheid. Jacob Zuma ou le Zoulou qui est là-bas ou les Bantous ne le savent pas. Et s'ils le savaient, ils ne t'auraient pas rendu la monnaie telle qu'elle. S'il te plaît, qui n'a pas combattu l'apartheid? Même les Blancs ont combattu l'apartheid. On est resté, c'est un peuple qui reste sauvage, confiné encore dans son ère d'avant, de sous-colonisation. Peut-être donc le leadership, comme tu le dis, c'est bien responsable. Je reviens pour dire justement que ces politiques qui dirigent l'apartheid, excepté Mandela peut-être, n'ont pas pris les choses au sérieux pour essayer de ramener le peuple sud-africain sur les mêmes diapasons que dans le Conseil des Nations. Voilà. C'était une élite blanche qui commandait, c'est elle qui connaît, c'est elle qui faisait, et puis bon. Maintenant, c'est le bateau, quoi. On comprend El Khoury, en parlant de peuple sauvage, il fait allusion aux auteurs de ces violences. Ce sont les auteurs qui sont sauvages et non le peuple. Non, c'est pas le peuple. Les manifestants. Le peuple n'est pas les manifestants. Non, c'est déjà dit. Non, mais pour une des rares fois, je suis d'accord avec Chana quand il parle de la responsabilité des politiques. Ah, vous aussi, vous êtes d'accord avec lui. Oui, pour une fois. Parce que même le fils du président, il a oublié de le mentionner, est monté également au créneau pour demander aux étrangers de partir. Donc, dans tout ça, on n'a pas vu une réelle volonté de Jacob Zuma de mettre fin à tout cela. Et aujourd'hui, quand il demande aux étrangers de rester, il n'y a pas de dispositif qui les rassure. Il n'y a pas, ce n'est que sa parole. Et sa parole, on sait ce qu'elle vaut. Donc pour moi, ce qu'il y a lieu de faire au-delà de la sensibilisation, il dit qu'il y a 300 et quelques personnes qui ont été arrêtées. Il faut faire de ces 300 et quelques personnes des exemples pour que l'on se dise que plus jamais ça en Afrique du Sud. Oui, même au-delà de l'Afrique du Sud, quand même, il faut qu'on entende l'Union africaine sur le cas de la Guinée équatoriale, sur le cas de l'Angola, à l'heure de l'intégration africaine. 120 Maliens parce que c'est ça le danger. Si l'intégration doit avoir lieu, surtout l'intégration économique, on doit se baser sur les piliers économiques de l'Afrique. Je parle du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Ghana, de l'Angola. Je parle de ces pays-là qui sont aujourd'hui bien assis financièrement, économiquement,
qui peuvent impulser cette dynamique d'intégration. Et si c'est l'attitude de ces pays eux-mêmes, je me dis, il ne faut pas se faire d'illusions. Et quand on voit que la présidente de l'Union africaine ne parle pas, je dis, voilà, on perd notre temps. Oui, elle n'est pas obligée de parler, mais il peut y avoir un communiqué de la part de l'Union africaine, notamment de la structure qui s'occupe de telles affaires. C'est cela parler, on n'est pas obligé de parler. Voilà, sinon quand même la libre circulation des personnes et des biens est consignée dans différentes chartes de l'Union africaine. Troisième thème de cette émission, un accord de paix au Mali sans la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. La médiation algérienne annonce même le 15 mai prochain pour sa signature à Bamako, avec donc ou sans la CMA. La CMA qui n'aura finalement pas apposé son paraphe au préaccord ce 15 avril à Alger, comme initialement prévu. Mam Diarra Diop, on attendait tous le paraphe par la CMA de ce préaccord le 15 avril dernier. Il n'en a absolument été rien. C'était que du vent, finalement. Du vent, oui. Même si l'annonce avait été solennellement faite par le Premier ministre. Oui, absolument. Je crois que les autorités maliennes y ont cru. Et je pense que la médiation derrière avait voulu vraiment parapher cet accord-là le 15 avril. Mais malheureusement, il n'en a été rien. Et ce n'est pas étonnant de la part d'une coordination qui est à couteau tiré, qui ne s'entend pas, avec des mouvements au point de vue divergents. Donc aujourd'hui, je ne sais pas quel moyen la médiation va trouver pour les faire signer cet accord, mais en tout cas, je pense que l'Algérie ne pensait pas que ça allait être aussi difficile. En tout cas, ils ont, eux, intérêt à ce que cet accord soit signé. Maintenant, est-ce qu'on va en arriver aux sanctions? Est-ce qu'on va en arriver à des mesures beaucoup plus difficiles pour pousser justement la coordination à parapher l'accord le 15 mai, comme vous disiez? Ok. El Khoury, vu ce qui précède, est-ce qu'il faut prendre au sérieux la médiation algérienne? Déjà, elle avait annoncé aux autorités maliennes que la CMA va apposer son paraphe le 15 avril. Ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, elle nous ressort cette promesse de signature à Bamako d'un accord le 15 mai. Faut-il y croire? Oui. D'abord, il ne faut pas dire. Il faudrait revenir peut-être sur cette fameuse lettre. La médiation algérienne, le ministre des Affaires étrangères algérien a bel et bien adressé une lettre au gouvernement malien pour les inviter à venir le 15 mai pour une paraphe. Le 15 avril. Le 15 avril. D'abord. Mais il faudrait quand même reconnaître que l'Algérie n'a pas écrit cette lettre à partir du 8, mais c'est parce qu'elle a eu bel et bien une lettre signée de Bilal Aga Sharif, président de la CMA, qui est adressée au ministère des Affaires étrangères algérienne, disons à la médiation algérienne, pour dire nous serons là le 15 avril pour parapher. Et nous vous demandons, la lettre, c'est ainsi qu'elle est intitulée, je ne peux pas citer les phrases telles qu'elles sont, mais nous vous demandons d'inviter toutes les parties concernées pour que nous puissions, aussitôt après paraphe, nous entrevoir pour discuter de nos doléances que nous avons soumises à la délégation le 17 mars à Kidal. Monsieur El Khoury, c'est un chose bon qui n'a pas été faite. argument. Je reviens. C'est pour dire que l'Algérie n'a rien fait, n'a rien inventé. Tout est parti d'abord de la CMA. Aujourd'hui encore... Monsieur El Khoury, c'est un bon argumentaire, mais je suis obligé de m'en tenir aux faits. Il avait été dit que ça allait être paraphé le 15 avril, et moi je constate que ça n'a pas été fait. Et c'est tout. Allez-y. Moi, Alors, pour ce 15 avril, on en parle. Vous posez la question pour savoir qu'est-ce qu'en sera-t-il pour le 15 mai. Oui. Non. Le 15 mai, moi je pense que là, l'Algérie fait faux pas. Et la médiation tout entière risque de faire faux pas sur la réalité des choses. Si la CMA, d'abord pour entre parenthèses, la médiation a simplement dit que d'ici le 15 mai, c'est une porte ouverte pour permettre à tous les mouvements individuellement, s'ils le veulent, de venir parapher d'ici le 15 mai, afin que le 15 mai, il y ait cette cérémonie officielle à Bamako des signatures des accords d'Alger. Mais, et d'ailleurs, la CMPFR déjà est partante. CMPFR 2, dissidente, est déjà prête pour parapher. Tu ne vas pas tout dire. Okay. Hein? Il faut nous laisser continuer. Je viens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, je ne dis pas. Il va lâcher la parole tout de suite. Je lâche. C'est que l'Algérie, ou la médiation,
en disant le 15, je ne vois pas ça. Si c'est un forcing, quelles que soient les sanctions, quelle que soit la chose, s'il y a une question de forcing, le CMA ne viendra pas signer ce 15 à ce rythme. Je pense qu'il faut passer plutôt sur le dos de la cuillère, le cas échéant, non. Oui, voilà. Etienne, et ensuite... Ça n'augure pas du bien. Moi, j'ai péché. Péché par naïveté ou par excès de confiance à la communauté internationale, parce que même si je n'étais pas pour la signature de l'accord en l'état, je pensais effectivement que le 15, on allait signer ce document-là. Donc, le 15 avril, puisqu'il y a le 15 avril, le 15 avril qu'on allait signer ce document. Mais la nuance qu'il y a à faire, c'est que là, on ne parle plus de paraphe, mais on parle de signature. Donc, ce qui veut dire que ça va être l'aspect définitif du document. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que la communauté internationale est face à sa responsabilité. Et longtemps, on a entendu parler de sanctions économiques, sanctions diplomatiques. On espère que ces sanctions-là vont déjà tomber. Mais ces sanctions ne suffiront pas à faire plier la CMA, parce que dans leur esprit belliqueux, ils sont dans une posture où, je l'ai toujours dit, que seule la guerre peut nous amener la paix et la paix définitive. Maintenant, il y a deux possibilités à ce niveau. Première possibilité, c'est que le Mali montre sa vraie face en disant que la communauté internationale avec l'Algérie a échoué, parce que l'Algérie a voulu faire du forcing en faisant signer le 15. Donc l'Algérie a échoué. Et par la même occasion, la médiation et toute la communauté internationale avec. Donc le Mali se prépare à la guerre. Et en se préparant à la guerre, on doit diversifier nos partenaires. Et je salue là le déplacement du ministre Diop en Russie, parce que comme vous le savez, toutes nos dotations en armement sont des armements russes, et les formations sont faites sur cette base-là. Donc il faut renouveler ce partenariat-là que nous avons avec la Russie et voir avec la Chine. Vous allez compléter dans le deuxième tour de table. On donne la parole à Chana. Oui, j'ai dit que la diplomatie internationale a échoué. Le chef de file de la médiation a échoué. Et par conséquent, le gouvernement du Mali a échoué. La médiation entreprise en Algérie, après le paraphe du 1er mars par la plateforme, le gouvernement du Mali, Alger s'est engagé, la diplomatie internationale s'est engagée à ramener ces gens-là sur la table de négociation afin qu'ils paraphent. Mais Alger n'a pas pu, la communauté internationale n'a pas pu. C'est-à-dire que la diplomatie actuelle a échoué, il faut la dissoudre. Dans le monde moderne aujourd'hui, les choses se négocient dans les coulisses. Ce n'est pas le bruit ou montrer les choses de façon visible, les déclarations, non. On négocie les choses dans les coulisses. Quand tout est OK, on le rend officiel et public. Mais aujourd'hui, on se rend compte que cette diplomatie-là a échoué. Il faut la dissoudre et mettre en place une nouvelle diplomatie qui prendra langue avec la coordination du mouvement de l'Azawad, les convaincre à parapher le document avant la signature le 15 mai. Comment peut-on signer un document sans une partie importante? Ça va être un échec. On va inverser les rôles. Ça va être. Cette fois-ci, le gouvernement n'a pas échoué. Okay. On va inverser les rôles. On va inverser les rôles. J'ai dit, vous avez la parole. J'ai dit, c'est l'échec. On va laisser Chana conclure. C'est l'échec de la diplomatie internationale, de l'Algérie qui conduit à l'échec du Mali. Parce que le Mali ne voulait pas de cela. D'accord. Donc le Mali n'a pas réussi ce qu'il cherchait. Le Mali n'a pas réussi ce qu'il voulait. Chana, vous allez. Laisse-moi terminer. J'ai dit, le 15 mai, annoncé par la médiation internationale, est un piège pour le Mali. Si le Mali signe ce document le 15 mai, sans la coordination du mouvement de l'Azawad, c'est zéro. Ok. Non, vous allez avoir la parole. Je n'ai pas terminé. Dans l'autre tour de table, vous allez compléter. Mam Djaradjop. Je suis assez. Bon, je comprends quand Chana parle d'échec du Mali, parce que évidemment le Mali s'est placé sous cette médiation internationale, et le discours des autorités maliennes aujourd'hui, c'est de dire nous avons un accord, un bon accord, il faut qu'on y aille, on signe et ensuite on construit, on met en œuvre, on applique. C'est ça le problème. Et je ne pense pas que ce soit productif de tout le temps annoncer des dates, parce qu'on a le sentiment qu'il y a un forcing, effectivement, qui est en train de se mettre en place. Et face à des mouvements comme ceux qui composent la CMA, ce n'est pas la meilleure manière de les emmener
a signé l'accord. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut mettre cet accord sans le paraphe intégral de toutes les parties? C'est la question qui est en train de se... Oui, mais ça c'est votre avis, mais tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Oui. Mais aujourd'hui, cet accord, il est discutable. Tout le monde n'est pas d'accord avec le contenu de cet accord. Donc je pense que, comme disait Chana, ça se négocie vraiment en coulisses et je dirais que l'Algérie, en la matière... Ok. Et tiens, le plan A, c'était... la signature de toutes les parties au bas du document. Aujourd'hui, on voit que la CMA n'est pas partante. Peut-être c'est le plan B. Comment est-ce que vous entrevoyez une paix sans la CMA? Je précise d'abord deux choses. Que je ne suis pas pour la signature de l'accord en l'état. Mais puisqu'on est dans la dynamique de la signature de l'accord... On est dans les faits. Ouais. Voilà. Puisqu'on est dans cette dynamique, je dis on peut bel et bien signer le document sans la CMA. Parce que la médiation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle montre d'abord à l'opinion nationale et internationale qu'elle a usé de tous les voies et moyens diplomatiques pour amener la CMA à signer. Vous vous souvenez, je donne raison à Serge, il n'est pas là, qui a dit qui était le plus pessimiste d'entre nous à l'époque, qui disait qu'on n'aura pas un accord avant 3 mois. Et ça fait maintenant plus de 9 mois que nous sommes en train de patauger dans la même situation. Donc je dis, il faut acculer la CMA et montrer que toutes les voies ont été utilisées. Et en ce moment, amener maintenant les parties qui sont d'accord pour signer le document. Je vois que même dans la CMA aujourd'hui, des parties sont partantes pour signer. C'est la communauté internationale qui ne veut pas qu'il y ait de signature individuelle des groupes. Donc je dis, une fois de plus, que si on arrive à signer le document sans la CMA ou sans une partie de la CMA, ce qui nous montrerait que la CMA va être isolée. La communauté internationale, le Mali, l'armée malienne et les groupes armés cette fois-ci qui s'ajouteront à l'armée malienne pour lancer des offensives et pour hors de nos frontières. El Khoury, Chana, je vais vous donner la parole. El Khoury, la question que j'avais envie de vous poser, on savait tous que le plus dur, ce n'était pas la signature de l'accord, le plus dur, c'était la mise en pratique de l'accord de paix avec la signature de toutes les parties. Et aujourd'hui, un accord de paix maintenant sans la CMA, sa signature, sa mise en pratique, le problème devient double à ce niveau-là quand même, pour être réaliste. Bravo. D'abord, il faudrait qu'on s'entende sur un fait. C'est que dans le communiqué même de la médiation, ils nous ont piégés en disant la majorité des Maliens sont d'accord avec l'accord. On est d'accord? Quand on dit majorité, c'est pour nous mener dans ce piège-là. La communauté internationale. Ce qui n'est pas exact. Ils n'ont jamais, la communauté internationale n'a jamais pris en considération les aspirations de la majorité des Maliens. Le cas échéant, on ne serait même pas encore à des processus d'accord. C'est un groupe qui est en train de revendiquer au nom de 16 millions de tout mon nord, en tout cas. Je ne parle même pas de 16 millions de Maliens, mais en tout cas de 3 à 4 régions vastes du Mali, de plus de 2-3 millions de personnes, alors qu'ils ne représentent même pas 1 millier ou 2 milliers. Ça, c'est d'un. D'abord, la communauté internationale n'a jamais été pris ceci en considération. Aujourd'hui, ils le prennent en considération. Premier piège. Le second, c'est que, quel que soit cette petite minorité que constitue la CMA, même seulement les leaders et les chefs militaires et politiques, hein, pas de population avec, même pas de sympathisants, on ne peut pas les forcer à accepter quelles que soient les garanties de la communauté internationale sur le processus ou l'application. Parce qu'il faudrait, la communauté internationale va jouer quel rôle? Le 15, on signe l'accord en l'état, tel qu'il est, sans la présence du CMA. Et maintenant, prendre toutes les mesures possibles et imaginables de mettre les bouchées doubles en vue de l'application stricte du contenu de l'accord, ce qui n'est pas facile et qui ne viendra sûrement d'ailleurs même pas. Et ceci va peut-être convaincre la CMA. Non, la CMA justement va nous amener toutes les insécurités possibles et imaginables desquelles on ne peut pas rêver. Et voilà pourquoi est-ce que le 15, leur fameuse date du 15 ou leur signature de l'accord, était nulle. Moi, je relève 2 points d'abord. Le premier point, une signature sans CMA, encore une fois de plus, c'est un échec. Est-ce qu'on peut signer un document d'accord? Que veut dire un accord même? Accord, que veut dire accord? Accord, c'est un consentement
entre deux ou plusieurs parties pour régler un différend. Quand une partie, surtout la partie de mon point de vue la plus importante au conflit, c'est la partie belligérante, n'est pas partie prenante. À quoi vaut cet accord-là? Comment peut-on mettre en œuvre cet accord sans l'assèment? Comment pourrons-nous mettre en œuvre la démobilisation, le cantonnement, l'intégration, la réintégration sans l'assèment? Ce n'est pas. J'ai dit que tu le veuilles ou pas, personne n'aime l'assèment, mais l'assèment est une pièce maîtresse de ce processus. Sans l'assèment, le processus sera un processus boiteux. Ça c'est un. Deux, il parle de violence, il faut les mater. Non, nous ne pouvons pas les mater, c'est pourquoi nous sommes dans ce processus-là. Il y avait eu un moment où la force aurait pu régler la situation. Nous avons été incapables de les mater. Et aujourd'hui, nous sommes dans un processus de dialogue, de réconciliation. Okay. Et c'est ce qui va aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui, la force n'a pas droit de citer. Il y a eu un moment donné où cette force avait droit de citer. Aujourd'hui, c'est le dialogue. Oui. Aujourd'hui, c'est la réconciliation. Okay. Aujourd'hui, c'est la diplomatie qui malheureusement a échoué. Chana, oui, Mme Diarra Diop, oui. Oui, je pense aussi que... Vous voyez le processus sans la CMA, on est dans des hypothèses, au-delà du 15 mai, que l'accord soit signé sans la alors, CMA. si on signe sans quand même l'une des principales parties, il me semble que l'accord aura une valeur, en tout cas réduite, parce que de toute façon, aujourd'hui, c'est quoi? Parce que peut-être il y a des choses que nous ne savons pas sur ce plateau. Peut-être que la communauté internationale, la médiation internationale ont fait savoir au Mali, à l'État du Mali, qu'elles vont user de tous les moyens pour faire ramener la souveraineté du Mali à Kidal. Peut-être que ça a été promis au gouvernement malien. On ne sait pas la force aujourd'hui. C'est bien possible. On est dans les hypothèses. C'est bien possible que aujourd'hui, c'est la question des garanties. Ces gens-là, s'ils hésitent à signer, c'est que quelque part, ils sont en train de négocier certaines garanties. Et c'est peut-être là que le bas blesse, justement. Ok, Etienne. On est dans les hypothèses, vous l'avez dit. Ouais. Et moi, dans mes hypothèses, c'est de rendre caduc cet accord-là pour qu'il ne soit pas applicable. C'est ça qui constitue mon hypothèse. Parce que, comme je l'ai dit, cet accord-là ne permettra pas au Mali d'avoir la paix. Et vous l'avez dit, la situation sécuritaire est en train de se dégrader du jour au lendemain. Et deuxième chose également, au niveau des partenaires qui aident aujourd'hui le Mali à stabiliser la situation sécuritaire, ils ont échoué sur le terrain. La diplomatie a échoué. Vous voulez qu'on reconstruise une nouvelle équipe qui viendra dire quoi qui n'a pas été déjà dit? Et pour terminer, moi je salue le gouvernement pour une des rares fois qui a refusé de renégocier ce document-là. D'accord pour ça. Mais si vous êtes d'accord sur ça, pour moi, si vous êtes d'accord sur ça, vous pouvez mettre autant de médiation que vous voulez. Bilal Al-Sherif a été clair dans son communiqué. Il n'y a pas question de signer un quelconque document si les points qu'il a cités, qui reviennent à appliquer l'autonomie et l'indépendance, si ces points-là ne sont pas pris en compte, ils ne signeront pas de document. Ok, on me fait signe que le temps qui est imparti est arrivé à terme. On va continuer cet échange la semaine prochaine. Voilà donc qui met fin à ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Etienne Fakaba Sissoko, économiste, chargé de cours à l'université de Bamako, Ahmed El Khoury de arawanexpress.com, Chana Takiou de 22 septembre, et Mme Diarra Diop du Journal du Mali, l'hebdo. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour un autre débat.